Bonjour tout le monde, ici Alain Lemieux, votre animateur du podcast En deux traites. Même si le mois de janvier est déjà bien entamé, j'aimerais tout de même vous souhaiter une bonne année 2025, santé, bonheur et prospérité à vous tous, en espérant que le froid et la neige de janvier n'aient pas été un obstacle à votre bonne humeur. Aujourd'hui, on va parler d'actualité, mais aussi de ce qui nous attend dans les prochains mois. Avec l'annonce du départ de notre premier ministre et l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, il y a quelques annonces et il y va, Donald Trump, de quelques annonces coup de poing et de provocation. On ne peut que se dire qu'il y aura du changement. Mais est-ce que ça sera bon ou mauvais pour notre pays et notre agriculture? J'étais heureux d'apprendre que l'équipe de production tenait à faire une émission qui touche directement l'actualité de ces temps-ci. Dans le cadre de cette émission, nous allons tenter de clarifier ce qui s'en vient pour l'environnement économique du secteur agricole et agroalimentaire, des producteurs aux consommateurs, dans les prochains mois. Quand la production m'a demandé qui on pourrait inviter pour en discuter, une personne m'est venue tout de suite en tête. Et pour l'avoir déjà entendu parler d'économie en agroalimentaire dans le passé, je me suis dit que ce serait un excellent vulgarisateur. Notre invité d'aujourd'hui possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur agroalimentaire québécois et canadien. Il a étudié l'agroéconomie à l'Université Laval et a obtenu une maîtrise en administration des affaires en gestion agroalimentaire. Il a aussi perfectionné son métier en agroalimentaire à la Harvard Business School. Il a été économiste à l'Union des producteurs agricoles, directeur général adjoint des producteurs de bovins du Québec, économiste principal à la Coop fédérée, directeur des affaires économiques aux éleveurs de porc du Québec. Il est maintenant directeur général stratégie agricole à la Banque nationale. Vincent Cloutier, bienvenue à En deux traites. Merci beaucoup, Alain. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien. Écoute, je suis très ravi de te recevoir aujourd'hui. Ben, pareillement, mon cher. Oh, good. Commençons par un aperçu général par rapport à ce qu'on entend dans les nouvelles et puis ce qui s'est passé dernièrement dans décembre, janvier. Ça a quand même été assez mouvementé au point de vue politique. Quels sont les principaux facteurs économiques qui toucheront le secteur agricole en 2025? Parlais d'une période mouvementée au plan politique, Alain. Je pense qu'il faut être prêt pour un rodéo politique comme on en a rarement vu. Et puis, ce rodéo politique-là, il va nous impacter au plan économique aussi. Parce que c'est très interrelié tout ça. Donc, on vit dans un monde là où les 30 prochaines années ne seront pas comme les 30 dernières. Je suis d'avis qu'on retourne dans une ère un petit peu plus protectionniste et au plan économique, ça va nous toucher. On aura bien la chance d'en reparler au cours de la prochaine heure. Mais lorsque on regarde le monde agricole à travers le prisme des secteurs sous gestion de l'offre, du grain, du porc, du sirop d'érable, on se dit qu'est-ce qui va nous toucher là? On en revient à peu près toujours à qu'est-ce que le gouvernement Trump ou qu'est-ce que l'administration Trump va faire. Et tout ça est vraiment très incertain. Il faut être prêt à un rodéo, il faut être prêt à des montagnes russes, il faut être prêt à de l'incertitude. Donc, un rodéo, en tout cas, dans un rodéo, habituellement, cavalier ne tient pas longtemps. Est-ce qu'on a à craindre vraiment pour notre agriculture canadienne là, parce qu'on le sait que Donald Trump est quand même vient d'acquérir un poste vraiment puissant. Est-ce que tu penses qu'il va vraiment nuire à notre agriculture? Si il va de l'avant avec certaines des politiques qu'il a annoncées, et je prends pour exemple ce qu'il a dit il y a maintenant plusieurs semaines et qui ne s'est pas avéré, là, des tarifs de 25% généralisés à partir du 20 janvier, jour de son investiture. Premièrement, c'était à l'évidence un ballon d'essai, ça ne s'est pas avéré.
admettons que ça s'était avéré ou que ça s'avère dans le futur, oui, ce serait grave. Ce serait un choc important pour notre agriculture, la portion qui est très exportatrice, parce qu'on exporte beaucoup de bœuf, de porc, de sirop d'érable, de canola, etc., vers les États-Unis. Donc, ça nous frapperait assez fort. Mais retenons bien une chose, Alain, ça nous frapperait, mais ça frapperait les États-Unis aussi. Ça générerait beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inflation plutôt, au sein de l'économie américaine elle-même. C'est pour ça que ce n'est pas un scénario auquel on croit. On ne dit pas qu'il ne se passera rien, mais des scénarios, un peu apocalyptiques comme ça, on n'y croit pas. Ça, c'est pour la portion exportatrice de notre agriculture. Maintenant, si on s'attarde à la gestion de l'offre, est-ce qu'il pourrait nuire à la gestion de l'offre? Donc, au cours des prochains mois, il y aura un processus de révision de l'ACEUM. Je pense que ce serait faire preuve d'insouciance de penser qu'on en sortira indemne. Je pense que ce serait faire preuve d'une exagération, d'un excès d'anxiété là, de penser que la gestion de l'offre n'y survivra pas. Moi, j'ai entendu ça récemment. Là. La gestion de l'offre ne passera pas à travers le deuxième mandat de Trump. Je dis un instant, ce n'est pas le scénario que nous entrevoyons. Ce n'est pas sans... Il y a quelques... potentielles éraflures qu'on pourrait avoir, soit, mais la gestion de l'offre, elle est solide et elle passera au travers du deuxième mandat Trump. Parce qu'en fait, la gestion de l'offre ne lui appartient pas. Ça reste toujours... c'est canadien. Mais comment il pourrait y nuire, justement? Comment il pourrait érafler notre gestion de l'offre? J'aime beaucoup ce que tu dis parce que le système de gestion de l'offre, c'est un système canadien qui existe par et pour la volonté des Canadiens de le maintenir. Maintenant, lui, ce qu'il souhaite, là, c'est pas tant, ça n'a pas vraiment rapport avec le système de gestion de l'offre, mais ce qu'il souhaite, c'est plaire au lobby laitier américain. Et qu'est-ce que le lobby laitier américain dit présentement? C'est important de bien analyser ça et de le mettre en perspective, de le comparer avec ce qu'il disait en 2016. Retour en arrière. En 2016, élection de Trump, pendant la campagne, sur presque toutes les tribunes, Trump dit haut et fort que ça prend davantage d'accès pour les producteurs laitiers américains, que ça prend davantage d'accès au marché canadien. Le lobby laitier américain est lui aussi très insistant là-dessus. On se dit, waouh, ça va prendre tout un travail de nos négociateurs pour minimiser les accès qui seront accordés. J'ai l'intime conviction que nos négociateurs ont fait un excellent travail. Présentement, qu'est-ce que Trump dit? Trump ne parle pas de nouvel accès au marché canadien. Son prochain secrétaire au commerce, M. Lutnick, ne parle pas précisément de nouvel accès au marché canadien et le lobby laitier américain, en date d'aujourd'hui, à la fin janvier, n'évoque pas ça non plus. Qu'est-ce qu'il évoque? Il évoque des ajustements au contingent actuel, que ce soit qui possède ces contingents-là. Et quand je parle de contingents, là, c'est les permis d'importation de produits laitiers, donc américains en sol canadien. Il y a eu des accès qui ont été accordés, donc des permis d'importation, qui les possèdent, qui les contrôle, qui effectivement amène ces produits-là chez nous, c'est des choses qui pourraient bouger. C'est des choses qui pourraient être ajustées. Moi, je crois plus dans ce scénario-là plutôt que de craindre davantage d'ouverture à notre marché et encore moins tellement d'ouverture que le système n'y survivrait pas. Je ne crois pas ça, mais pas du tout. OK. Mais j'ai lu à quelque part que en fait, c'est un peu comme du gambling, la menace, entre parenthèses, des hausses de tarifs douaniers que Trump utiliserait pour un peu nous faire plier. Qu'est-ce que tu en penses? Le monsieur, ce qu'il fait, il garoche beaucoup de menaces ou d'affirmations dans son environnement et il voit comment ça réagit et se donne un pouvoir de négociation par rapport à ça. Donc, M. Charest, l'image qu'il prenait, c'est qu'il te sac un coup de bâton de baseball sur la tête, puis quand tu es sonné, là, il essaye d'aller extirper le maximum de toi dans une optique purement
transactionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on observe donc depuis son élection, depuis son investiture? Il y a eu un certain nombre de menaces, affirmations, promesses relativement à des tarifs. Et ça évolue rapidement tout ça. La première menace, c'était des tarifs de 25% généralisés le jour de son investiture, sauf s'il y a des resserrements significatifs à la frontière concernant les migrants et les drogues dures. Bon, là, au moment où on se parle, on est à la fin janvier et il y a une menace de tarifs qui plane pour le 1er février, encore une fois conditionnel à des resserrements qui touchent encore une fois migrants et drogue dure. Et il y a une autre échéance qui est dans l'air, celle du 1er avril. Donc, on parle d'une autre vague de tarifs. Et qu'est-ce qui va s'avérer? Qu'est-ce qui ne s'avérera pas? Personne ne le sait. Quel tarif? Quel niveau de tarif? Sur quel produit? Pendant combien de temps? On ne le sait pas. À l'évidence, comme tu l'évoques, Alain, ça s'inscrit dans une stratégie de négociation qui est est-elle planifiée? Est-elle improvisée? J'ai davantage l'impression qu'il y a beaucoup d'improvisation là-dedans, mais peut-être que c'est planifié au quart de tour. Ça reste qu'il faut se préparer à tout. C'est ce à quoi je faisais référence lorsque j'utilisais le mot rodéo. Ceci étant dit, notre agriculture est une excellente cavalière, puis on sera encore sur le cheval à la fin du rodéo, Alain. Pensons toutefois à l'importance que ça représente pour l'économie américaine. Prenons juste l'exemple du bœuf. OK, l'essentiel du bœuf au pays est produit en Alberta et les abattoirs américains, ils ont besoin de bovins canadiens pour opérer à pleine capacité. Et Dieu sait que opérer à capacité, il faut que ça roule un abattoir pour faire de l'argent. Opérer à capacité, c'est important. Et s'ils n'ont plus le même accès aux bovins canadiens, ils seront pas contents. Et même chose pour les engraissements porcins dans le Midwest américain. Ils ont besoin des porcelets qui arrivent du Manitoba. Nos deux industries agroalimentaires sont très étroitement imbriquées. Donc, s'il y a des tarifs qui étaient imposés à l'entrée de produits agricoles ou agroalimentaires canadiens sur le territoire américain, ça nuirait aussi à l'économie américaine et ça pourrait toucher, ça touchera éventuellement les Américains sur leur facture d'épicerie. C'est pour ça. Et puis, on se rappelle, là, l'inflation a manifestement eu un impact important dans la dernière décision électorale des Américains. Et puis, moi, une des bonnes nouvelles qu'il y a dans tout le grand dossier politique des tarifs présentement, c'est le fait que présentement et au cours des prochaines semaines, il y a des fonctionnaires, des économistes aux États-Unis qui travaillent à faire un peu le ménage là-dedans et à documenter le contexte commercial qui unit les États-Unis, le Mexique, le Canada, la Chine. Donc, il y a quelqu'un quelque part là qui est en train de travailler, de rédiger des papiers qui vont dire que s'il y a des tarifs comme ceux qu'on évoque là, qui sont imposés, l'économie américaine en souffrirait et en souffrira. Donc, cette espèce de temps d'arrêt-là, le travail que les fonctionnaires américains font présentement, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Vous allez dire, je suis peut-être super optimiste. Ça reste que cette pause-là dans l'improvisation, elle est de bon augure. Donc, nos exportations, en direction des États-Unis, c'est loin d'être négligeable pour eux. Puis s'ils devaient soit payer des tarifs supplémentaires, parce que tu sais, Donald Trump parle d'augmenter les tarifs douaniers, mais on peut faire la même chose de notre côté. Si on ferait la même chose, ça impacterait beaucoup. Donc, probablement qu'il serait préférable pour lui de ne pas jouer trop les fanfarons là-dessus. Indiscutablement, il y a quelqu'un quelque part qui
documente ça et qui parle de ça. Puis moi, je pense que les espèces d'aller-retour ou le patinage à reculons là, qu'on observe, ça traduit certaines dissensions au sein de la machine aux États-Unis. Et notre équipe économique, ici menée par Stéphane Marion, a calculé que si des tarifs de 25% étaient imposés, si des tarifs de 25% étaient généralisés et imposés sur la marchandise canadienne qui va aux États-Unis, ça générerait une telle inflation aux États-Unis que le coût supplémentaire pour leur économie, notamment pour le service de la dette, viendrait annuler tous les gains qui seraient faits par les tarifs eux-mêmes. Donc, ce n'est pas, nous, un scénario que l'on considère réaliste, ce n'est pas un scénario de base. Il n'est pas exclu parce qu'avec Trump, on n'a pu rien exclure, mais ça reste que l'espèce de temps d'arrêt qui est pris présentement pourrait peut-être amener un petit peu davantage de gros bon sens dans cette conversation-là. Gros bon sens, je le mets entre beaucoup de guillemets, tu comprendras pourquoi. Oui, je comprends. Donc, c'est sûr que on a quand même un certain poids de leur côté. Donc, on est comme en droit d'exiger le respect. Écoute, c'est bien pour tout de suite. On va faire une petite pause. On va continuer à approfondir ça tout de suite après. Restez là. Nous, les producteurs laitiers canadiens, on s'engage à suivre ProAction, notre programme national d'assurance de la qualité comprenant 6 volets. Le volet qualité du lait, par exemple, veille au respect de normes élevées en production laitière. Le volet salubrité des aliments garantit entre autres que notre lait respecte 42 exigences. Et il y a le volet bien-être animal qui assure le bien-être de nos vaches. ProAction redéfinit les normes d'excellence. Voilà ce qu'on retrouve derrière le logo de la vache bleue, les producteurs laitiers du Canada. De retour en deux traites avec notre invité Vincent Cloutier, directeur principal stratégie agricole de la Banque nationale. Vincent, la Banque du Canada vient de réduire son taux d'intérêt directeur pour le ramener à 3%. C'est la 6e réduction consécutive depuis juin. Beaucoup y verront une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est une bonne nouvelle, oui. Une des raisons qui font que c'est, je dirais, une meilleure nouvelle encore pour nous en agriculture que dans d'autres secteurs d'activité, c'est que ça prend beaucoup de capital pour générer du revenu en agriculture. Donc, dépendant des secteurs de production et dépendant des provinces, ça prend entre 8 et 12 dollars de capital, que ce soit des terres, des quotas, des bâtiments, de l'équipement, pour générer une pièce de revenu. Donc, lorsque le coût de ce capital-là augmente, en bon français, ça nous rentre dedans. Donc, c'est une très bonne nouvelle que les taux baissent. C'est une bouffée d'air frais. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et je dirais, Alain, une fenêtre qui s'ouvre à 2 égards. Une fenêtre qui s'ouvre pour réinvestir, reprendre le rythme des investissements, parce qu'il y a eu une certaine pause, c'était tout à fait normal dans le contexte, mais aussi peut-être une fenêtre qui s'ouvre pour revoir la façon dont on gère le risque relié au taux d'intérêt. Parce que pendant une douzaine d'années, voire un peu plus, les taux d'intérêt ont été au plancher. Et la Banque du Canada nous avertit que ne nous attendons pas à ce qu'il retourne à un tel plancher, surtout pas de façon durable. Donc, des mouvements, c'est toujours possible. Et comment on peut se protéger, se prémunir face à ces mouvements-là? C'est des questions qu'on doit se poser, je pense. En effet, tu sais, pour être gestionnaire de ferme de mon côté aussi, je remarquais dans la dernière année l'incidence des taux d'intérêt à tous les mois. Ça fait mal, pareil, parce que ça nous enlève des liquidités pour justement plein d'autres choses. Donc, oui, pour ça, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Mais crois-tu que le taux d'intérêt va continuer à fluctuer ou va vraiment se stabiliser vers les 3%? Proche de ce qu'on appelle dans le jargon un taux neutre. Donc, c'est un taux qui
mettons, dit en termes simples, là, qui n'a pas trop d'impact, ni accélérateur, ni décélérateur sur l'économie. Donc, notre équipe d'économistes entrevoit une autre baisse au courant de la prochaine année. Donc, il y en a eu une baisse tout récemment, Alain, tu l'évoquais, mais oui. On est proche donc de ce taux neutre-là. Maintenant, est-ce qu'il est possible qu'il y ait quelques événements dans notre environnement d'affaires qui fassent repartir l'inflation à la hausse? Par exemple, une guerre commerciale, par exemple, un embrasement du Moyen-Orient encore pire que ce qu'il y a présentement, par exemple, des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ou des tensions militaires entre la Chine et Taïwan, on aurait pu répondre oui à toutes ces questions-là. On vit dans un environnement risqué où il peut se passer toutes sortes de choses. Et s'il y a un embrasement encore pire du Moyen-Orient avec un effet sur le baril de pétrole, ben l'inflation peut repartir de plus belle. Bref, je pense qu'il est important de se poser la question quels sont les mouvements de taux que l'on peut supporter en tant qu'emprunteur et comment on gère le risque qui est relié à la volatilité des taux. C'est essentiel qu'on se pose ce genre de questions-là. Et il n'y a pas une seule réponse. Il y a chaque emprunteur et emprunteur a sa réponse à ça. OK. Donc, il faudrait quasiment faire une émission carrément sur le sujet. Puis, on pourrait. Oui, c'est ça. Une autre tendance qu'on a remarqué aussi, c'est la valeur du dollar canadien. J'ai regardé hier, question de voir les variations. En début d'année 2024 versus début d'année 2025, on a quand même fluctué à la hausse de 10 sous. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Comment ça peut impacter notre industrie agroalimentaire? Donc, la variation à la hausse que tu évoques, dépendant si on parle du taux de change dans un sens ou dans l'autre, c'est essentiellement une baisse de valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain. Donc, notre dollar s'est déprécié par rapport au dollar américain. Par rapport à d'autres devises, ça n'a pas bougé beaucoup, mais le dollar canadien a pris de la vigueur et on en souffre à ce chapitre-là. Maintenant, pour nos secteurs exportateurs, que ce soit du porc, du bœuf, du sirop d'érable, de l'huile de canola, ben c'est quelque chose de positif. Ça a un effet net positif sur les recettes. Maintenant, pour tout ce qu'on importe, ben, comme la valeur de notre dollar est moins élevée, nos importations coûtent plus cher. Et comprenons bien qu'en agriculture, on importe beaucoup d'intrants d'un peu partout dans le monde. Donc, que ce soit, par exemple, des fertilisants, il y en a beaucoup qui viennent soit d'Asie ou des États-Unis, etc. Même chose pour de l'équipement agricole, il y en a beaucoup qui vient des États-Unis ou de l'Europe. Donc, c'est le coût de ces intrants-là augmente. Fait que l'évolution du dollar, c'est une arme à deux tranchants. Et puis, en gestion de l'offre, toutefois, le système est très bien fait, on ne le dira jamais assez. Le prix du lait, il est partiellement établi en fonction du coût de production. Donc, si le coût de certains intrants augmente, ben, il sera éventuellement reflété dans le prix du lait. C'est sûr que côté gestion de l'offre, on ne peut pas me convaincre là-dessus. Je pense que c'est ça qui apporte justement aux producteurs laitiers le plus de stabilité dans le revenu, dans leur paye. Mais en fait, si on revient sur la valeur du dollar, penses-tu que si nos gouvernements on va dire injectaient ou plutôt favorisaient on va dire la transformation au pays, au lieu de dépendre mettons, de puissances étrangères, mettons, d'autres pays pour acquérir des intrants qu'on pourrait probablement produire au Canada. Penses-tu que ça serait une bonne stratégie pour que nos gouvernements qui viendraient à instaurer ça?
Le plus possible qu'on peut transformer chez nous, ajouter de la valeur sur nos produits chez nous, puis transiger entre nous. Hein. On sait, on le voit bien depuis un certain nombre d'années, voire de décennies. On a beaucoup fait de commerce nord-sud parce que faire du commerce est-ouest à travers le Canada, c'était pas si facile que ça. Beaucoup de barrières commerciales au commerce interprovincial. Donc, oui, il faut favoriser ça. Ça va avoir l'effet d'améliorer notre productivité. On l'entend beaucoup dans les médias depuis quelques mois. Là. Le Canada prend des retards de productivité et aussi, entre autres, ajustements économiques, je devrais dire. Il faut réussir à diversifier nos exportations. Moi, je me rappelle, Alain, quand j'étais petit gars, un des problèmes de l'économie canadienne, c'était qu'on exporte 75% de notre stock aux États-Unis. Au moment où on se parle, on est encore à peu près à 75% de notre stock aux États-Unis. Donc, il faut réussir à diversifier nos canaux d'exportation. On a du travail à faire pour, enlever du risque dans notre économie. Quel obstacle tu vois à ce que ça soit réalisable, qu'on puisse produire plus de marchandises de biens ici sur notre sol canadien? Est-ce que ça, c'est un enjeu de main-d'œuvre? Je dirais, notre équipe d'économistes, menée par Stéphane Marion, je l'évoquais tantôt, oui, parle souvent de l'importance d'avoir du capital et de favoriser l'investissement au Canada. Et les données sont assez têtues. Il nous manque de capital pour investir. Donc, c'est un intrant important. Puis en agriculture, on le sait, là, si on veut investir, faire croître notre entreprise, ça prend du capital et on n'en a pas de reste. Et les enjeux de main-d'œuvre, depuis nombre d'années, Alain, étaient effectivement limitants. Et puis, là, il y a eu des croissances importantes dans la population canadienne. On a dépassé ou à peu près le seuil du 40 millions. C'est pour le meilleur et pour le pire, dans le sens où notre économie a besoin de cette main-d'œuvre-là, mais il apparaît là, que la capacité d'accueil et de francisation, etc., elle est atteinte, voire même dépassée dans certains cas. Donc, au cours des prochaines années, ces enjeux de main-d'œuvre-là, il est fort probable qu'ils soient encore d'actualité, Alain. Donc, c'est ça, tu sais, c'est sûr que si on fait plus de production au pays, forcément, ça prend plus de gens, mais ces gens-là, il faut les loger. Donc, c'est vraiment un gros paquet d'impondérables qui rend la croissance plus difficile. C'est bien important, effectivement, ça fait partie des défis. Maintenant, il faut augmenter notre productivité et globalement parlant, ça veut dire aussi réussir à produire davantage avec moins. Ça veut dire d'utiliser les technologies. Et ça, je veux dire, ça peut paraître cliché, mais ça ne l'est pas pantoute. Ça fait depuis que le monde est monde que les technologies s'améliorent et que la productivité, notamment en agriculture, s'améliore en raison des technologies. Cette roue-là, elle doit continuer de tourner, c'est absolument incontournable. Ouais, c'est sûr que quand on parle de technologie, puis que tout part d'un besoin, donc puis si on veut l'atteindre le plus rapidement possible, ben ça prend l'idée la plus profitable pour y arriver. Donc c'est pour ça que la technologie nous amène toujours à se dépasser au niveau de la productivité. Mais au point de vue des consommateurs, on a eu un épisode d'inflation, tout ça, les hausses de taux d'intérêt. Ça a été dur quand même sur la population générale. On entendait souvent parler aux nouvelles, tout ça. Les gens, déjà, des fois, certains, mettons, les ménages qui étaient moins fortunés avaient quand même du mal à remplir le panier d'épicerie. Mais là, avec les taux d'intérêt à la baisse, penses-tu que ça va s'améliorer à ce niveau-là? Je pense qu'il y a un certain relâchement de pression, mais
je pense que les derniers mois ou les dernières années, ou la phase d'inflation de 7-8% nous a rappelé que le prix, c'est un élément bien important pour une majorité de consommateurs. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs, et plus qu'avant, qui sont sensibles à l'achat local et ils sont sensibles à certains attributs éthiques dans les produits qu'ils achètent. Donc, ils veulent s'assurer que ça a été produit dans un respect de l'environnement, puis respect des communautés. Mais dans quelle mesure les consommateurs sont-ils prêts à payer davantage pour ces attributs-là? Je pense qu'il faut être lucide. C'est une faible proportion des consommateurs qui vont sciemment payer davantage pour ces attributs-là. Le prix, pour une très grande majorité de consommateurs, est un facteur d'achat absolument incontournable. Donc, rester compétitif, c'est absolument incontournable. Je pense qu'on le reste. Et puis, il ne faudra jamais non plus prendre pour acquis le consommateur sur les questions, par exemple, d'achat local ou lui rappeler tout ce qu'on fait sur nos entreprises, tout ce que vous faites sur vos entreprises, devrais-je dire, pour répondre à des besoins toujours plus exigeants et croissants. Donc, c'est ça. C'est sûr que c'est un tout, en fait, la technologie, la production durable, l'achat local, puis la productivité, justement, dans le but d'avoir des prix plus bas. Tout ça est vraiment interrelié, en fait. Toujours. Puis, ce qui est interrelié aussi, c'est, en fait, ce qui s'ajoute à la toile d'araignée, je devrais dire, Alain, c'est la compétition internationale. Prenons, par exemple, là, dans le porc ou dans les grains, la place qu'a pris le Brésil depuis 10 ou 15 ans sur les marchés internationaux, c'est absolument fantastique. Donc, fantastique, une façon de parler, là. C'est impressionnant et ça nous oblige toujours à être meilleurs parce que le niveau de productivité qui est atteint là-bas, par exemple, lorsqu'il est question de culture de soya, c'est tout à fait impressionnant et ça contribue aussi à exercer de la pression partout dans le monde. Si j'aimerais ça qu'on revienne sur Donald Trump, notre bien-aimé. Il y a, tu sais, dans son dernier mandat, Trump a quand même, tu sais, ils ont signé la somme, l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Puis il a laissé paraître que c'était pas impossible qu'on puisse rouvrir ce débat-là, cet accord-là. Qu'est-ce qu'on a à craindre de tout ça? Parlons-en. Donc, ce qui est prévu, Alain, ça, c'est dans les textes de l'accord lui-même, là, c'est une révision de l'accord au cours des prochains mois. Donc, il y a une révision prévue en 2026, puis le volet laitier, c'est prévu en 2025. Si on est dans un contexte de révision de l'accord, je pense qu'il faut pas se mettre de hier, là. Faut être lucide. On va être exposé à certaines pressions. Quelles sont-elles, ces pressions-là? Le lobby laitier américain, au moment où on se parle, ce qu'il dit, ce à quoi il s'attend, c'est que c'est des ajustements aux accès actuels. Donc, les accès actuels, c'est des contingents tarifaires dans le jargon, des permis d'importation. Et ce que le lobby laitier américain dit, c'est que ces permis d'importation-là, c'est pas simplement les transformateurs canadiens qui devraient les posséder, mais d'autres acteurs, etc. Bref, il s'attend à des ajustements de ce côté-là et peut-être que la composition des produits, donc qui peuvent être importés ou la description pourrait changer aussi. Moi, je ne pense pas que l'octroi de nouveaux contingents, donc de nouveaux accès au marché, je ne pense pas que c'est un scénario de base. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais je ne pense pas que c'est un scénario de base. Et est-ce qu'on peut craindre qu'il y ait tant de nouveaux accès au marché que le système de gestion de l'offre s'effondrerait? Là, je suis pas là, pantoute.
Je suis pas là pantoute. Certains suggèrent que la gestion de l'offre ne traversera pas le deuxième mandat de Trump. Moi, j'ai entendu ça, là, tu sais. Puis j'ai même lu un avenir incertain pour la gestion de l'offre. Je dis un petit instant. Prenons notre gaz égal, prenons un grand respire. Entrevoir le statu quo serait, je pense, naïf. Entrevoir le démantèlement de la gestion de l'offre, non, c'est du catastrophisme. Il va y avoir certains mouvements, certains ajustements aux contingents existants, mais nos négociateurs, ils ont de la place pour travailler avant qu'il y ait de nouveaux contingents qui soient accordés aux États-Unis. OK. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des répercussions, mais qu'est-ce que ça va être exactement, l'avenir nous le dira. Mais de dire que ça va anéantir la gestion d'offre, là, toi, tu y crois pas. Puis je pense pas moi non plus. J'ai entendu ça publiquement. J'ai écouté des balados comme ceux qu'on fait là où c'était évoqué. Non, moi je suis pas là pantoute. Et je pense qu'il faut aller au-delà du cliché. C'est-à-dire que on pourrait se dire, Alain, que Donald Trump déstabilise tout, il brasse tout, il va brasser la gestion de l'offre à tel point qu'elle n'y survivra pas. OK, mais encore. Je pense qu'il faut creuser l'analyse un petit peu et regardons quelles sont les attentes du lobby laitier américain, regardons quels sont les engagements de l'administration Trump, comparons ce qui se passe présentement à ce qui se passait en 2016. Je pense que ça suggère là qu'on prenne un pas de recul, qu'on prenne un peu de perspective, qu'on se dise, ouais, ne nous attendons pas au statu quo, mais n'exagérons pas le risque non plus. Soyons pas plus anxiogènes que l'environnement d'affaires l'est. OK. Mais si, mettons, on rabat ça au niveau de la production laitière, ce que les États-Unis nous apportent, en fait, c'est il n'y a pas vraiment de lait américain dans nos tablettes. De notre côté, la production canadienne, à date, est-ce qu'elle suffit à alimenter la population canadienne? Quand elle suffit pas, là, mettons qu'on vous donne du quota, là, vous êtes assez content puis vous le produisez, n'est-ce pas? Puis au cours de la dernière année, au cours des 12 derniers mois, de mémoire, il y a eu 2 octrois de quota, là, 1% à la fin de l'été et 1% de mémoire, c'est le 1er décembre. Et puis, si les transformateurs en manquent, moi je connais plusieurs milliers de producteurs laitiers qui vont être bien heureux d'augmenter leur production pour répondre aux besoins des transformateurs. Donc, oui, absolument, la communauté laitière, elle est là, elle est au rendez-vous et elle comble les besoins canadiens. Ceci étant dit, admettons qu'il y a des ajustements aux contingents tarifaires existants qui font en sorte que dans le jargon, là, le taux de remplissage de ces contingents-là augmente. Ça veut dire que les accès qui avaient été accordés en 2020, donc lors de la ratification de la CEUM, seraient davantage remplis. Ça voudrait dire un petit peu plus de produits laitiers qui rentrent chez nous. C'est quoi la conséquence? Le marché canadien, il croît. Le marché canadien demande plus de produits laitiers mois après mois. Là, il y aurait une portion de cette croissance-là qui serait accaparée par des produits américains et les augmentations de quotas accordées aux fermes canadiennes seraient moindres et retardées. C'est ça la conséquence. Puis je pense qu'il faut être lucide, là, ça pourrait se produire. Il pourrait y avoir une accélération du taux de remplissage des contingents. Maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir de nouveaux contingents et que ça vienne gruger encore plus de croissance? Je ne peux pas l'exclure. Puis il n'y a personne qui peut exclure de tels scénarios quand c'est un Donald Trump qui est notre, je partais pour dire partenaire, mais plutôt adversaire, n'est-ce pas? Mais ça reste que ce n'est pas le scénario de base. Le scénario de base, c'est qu'il y ait une portion de la croissance du marché canadien qui soit accaparée par un petit peu plus de produits qui viennent des États-Unis par des ajustements aux contingents existants. Mais ce ne sera pas forcément du lait, parce qu'en fait, les producteurs laitiers canadiens sont capables de suffire à la demande.
Puis même s'il y aurait une croissance, ben on pourrait quand même la produire. Mais en fait, ce que les Américains veulent, c'est pas forcément inonder notre marché, mais avoir un pied dedans, c'est ça? Ben, à travers les 3,9 d'accès au marché canadien qui ont été accordés là, lors de la ratification de la CEUM, c'est ça, effectivement. Fait que pour eux, le Canada est un marché payant, puis effectivement, c'est pas 3,9 de n'importe quoi là, qui a été accordé. Il y a toutes sortes de produits. C'est ventilé de façon assez pointue. Voilà. Et là, est-ce que la ventilation de ces produits-là, la description pourrait évoluer? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que donc, la propriété de ces contingents-là, est-ce que ça pourrait changer et mener à un taux de remplissage plus élevé? Peut-être, effectivement, c'est le genre de choses auxquelles on doit s'attendre. Soyons lucides, ne nous attendons pas au statu quo, n'évoquons pas de scénario catastrophe. Non, faisons pas exprès. Le gouvernement fédéral propose une aide justement pour les entreprises dans les mois à venir. En quoi ça consisterait ces aides-là, d'après toi? Ces aides-là, Alain, elles vont être, je dirais, conséquentes avec le niveau de tort que l'économie subirait ou subira si Donald Trump nous attaque au plan commercial avec des tarifs. Hein? Et ces tarifs-là, on ne les connaît pas, on se le disait plus tôt, on ne sait pas quel tarif sur quel produit, quel niveau, puis pendant combien de temps. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a un plan qui est en élaboration et qui sera, et dont l'ampleur ou l'intensité sera conséquente à l'attaque que l'on subira. Donc, quelles seront les mesures? Je ne le sais pas. J'espère qu'elles seront le plus, modeste possible, ce qui voudra dire que l'attaque aura été la plus modeste possible. Mais ça, écoutez, l'histoire dira. Maintenant, la responsabilité de l'État là-dedans, c'est de s'assurer de maintenir un terrain de jeu équilibré. C'est une traduction de level playing field là, qu'on entend souvent. Donc, le plus possible qu'on puisse jouer à armes égales. Prenons pour exemple, admettons que l'administration américaine imposait des tarifs de X% à l'entrée de ports canadiens en sol américain, ben notre industrie serait désavantagée et elle en subirait les conséquences. Je pense qu'il serait tout à fait normal et nécessaire et justifié que l'État intervienne dans de telles circonstances pour compenser le genre de tort que l'on pourrait subir. Puis, je ne pense pas, moi, que ce genre d'attaque-là serait durable. Je pense que ça s'inscrit dans une stratégie de négociation, dans un état d'esprit de transaction que le président américain met de l'avant. Il est comme ça. Il fait des deals, il fait des transactions et les menaces que l'on entend présentement s'inscrivent dans une volonté d'établir son pouvoir de négociation. Oui, en effet. Dans le fond, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi en ziotant l'actualité. Mais du côté des banques et des institutions financières, comment qu'ils peuvent s'adapter justement aux besoins puis aux pratiques des producteurs agricoles dans tout ça? Prenons l'exemple de la COVID, Alain. Le monde financier canadien, la Banque nationale, a ajusté ses produits, stratégies, son approche en fonction d'un contexte qui était brutalement déstabilisé. Ce sera la même chose. On est à l'écoute de notre clientèle et je me plais souvent à dire, Alain, que dans le monde financier, en agriculture, on n'est pas dans un monde
de taux, on n'est pas dans un monde de prêts, on n'est pas dans un monde de dépôt ni d'assurance. On est dans une business de monde, de relations. Et notre job, là, c'est de comprendre ce que notre clientèle vit et traverse et de l'accompagner dans soit la traversée d'une tourmente ou dans l'exécution de ses stratégies à court, moyen, long terme. Et les 4 prochaines années, on se l'est dit, ça va être un rodéo politique assez déstabilisant. Au plan économique, comment est-ce que ça va virer? On ne le sait pas. Peut-être que ça peut ne pas être si pire. Peut-être qu'on peut faire face à d'importantes montagnes russes. Mais vous savez quoi? On va produire des denrées agricoles. On va produire du lait, du porc, du sirop d'érable dans 1 an, dans 5 ans, puis dans 15 ans. J'en ai l'intime conviction. Donc, on va passer à travers ça. On va être à l'écoute de ce que notre clientèle a besoin comme outil pour élaborer et exécuter des stratégies pour le long terme. Donc, bien sûr, on va être là, on va s'adapter et le contexte, on espère qu'il sera le moins déstabilisé et déstabilisant possible, mais on s'attend à tout. Donc, c'est sûr que faut quand même dealer avec notre voisin du Sud, mais faut aussi viser comme une sorte de souveraineté alimentaire, d'être le plus indépendant possible par rapport aux autres pays. Qu'est-ce que tu en penses là, de ça? Je dirais, Alain, on est un des plus grands exportateurs alimentaires au monde. Lorsque on met en proportion nos exportations avec la population canadienne. Donc, si on exprime nos exportations per capita, par personne, on est dans les 5 plus grands exportateurs au monde avec les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, etc. Donc, on exporte énormément et de la bouffe, on a. On produit du lait, du poulet, des œufs en fonction des besoins de la population canadienne. On produit du bœuf, du porc, du sirop d'érable, du canola, largement en déçu ou en surplus des besoins de la population canadienne et on en exporte beaucoup. Donc, et moi, je suis convaincu que le monde, notamment les pays d'Asie du Sud-Est, auront besoin d'importer continuellement, voire plus de bouffe au cours des prochaines années, des prochaines décennies. Il y a plus de monde dans cette partie-là du monde, il y a plus d'humains et ils n'ont pas la capacité de faire pousser ou d'élever toute la bouffe dont ils ont besoin. Donc, ils ont besoin de nous, ils ont besoin des États-Unis, ils ont besoin de l'Europe, ils ont besoin de l'Amérique du Sud, et ils ont besoin que la bouffe circule. On est là pour ça, donc pour nourrir notre peuple et contribuer aussi à nourrir le monde. Donc, c'est ça, en fait. Il n'y a pas juste les États-Unis dans le monde. Parce que, en fait, des accords commerciaux, on peut en passer avec des pays d'Asie ou d'Europe. Puis on va quand même pouvoir exporter notre production. Puis d'un autre côté, ben c'est ça, là, les tarifs d'importation. Ben là, à ce moment-là, la bouffe, il s'en fait ailleurs aussi. Là. S'en fait pas juste aux États-Unis. Le Brésil est un très grand exportateur agroalimentaire. L'Amérique du Nord est une grande zone exportatrice. L'Europe est très exportatrice. La Russie exporte beaucoup de grains. Donc, la bouffe, elle a besoin de circuler et elle continuera de circuler. C'est clair, là, elle circule de plus en plus depuis quelques décennies et ça ne s'arrêtera pas parce que les gens, la population croît dans des zones où la production agricole ne répond pas aux besoins. Fait que la bouffe, elle doit circuler. Fait que j'ai beau, Alain, craindre un environnement d'affaires un petit peu plus protectionniste, qui est un peu préoccupant pour notre porc, notre bœuf, puis notre canola, puis notre sirop. Au-delà de ces craintes-là, il y a une réalité que je qualifierais de physiologique. Okay? La bouffe, là, les calories, elles ont besoin de partir des zones en surplus vers les zones qui sont en déficit. Puis ces mouvements-là, ils se feront et le Canada doit maintenir ses parts de marché là-dedans parce qu'on a les atouts naturels et humains qu'il faut pour participer à ces marchés-là puis répondre à des besoins.
Donc, on n'a pas, je pense que justement, on n'a pas à avoir peur de tout ce qui s'en vient. Garder la tête haute, puis rester confiant avec notre agriculture et notre industrie. Écoute, là-dessus, Vincent, je pense qu'on va conclure. Je te remercie d'être passé à l'émission. Et puis, j'espère bien un jour qu'on puisse se reparler parce que c'est justement un domaine qui mérite discussion puis qu'on va sûrement remettre des choses à jour. Donc, merci Vincent, puis au plaisir. Merci beaucoup, Alain. Je veux rebondir sur tes derniers mots. Gardons la tête haute. Gardons la tête froide dans toute cette tourmente-là, mais en plus d'une tête froide, gardons la tête haute. Soyons fiers de ce que nous faisons, de ce que nous sommes et de ce que nous ferons. Merci encore, Alain, pour la belle conversation. Super. Bon, alors on verra bien de ce qui va se passer dans les prochains jours. Je ne sais pas si on aura plus de questions ou plus de réponses, mais on va suivre ça. À mon idée, il est probable que les agissements de notre voisin du Sud auront des répercussions chez nous. Devrait-on s'en inquiéter? Non. Comme on le disait avec Vincent plus tôt, c'est parce que, vous voyez, c'est l'économie, c'est comme la vie. C'est dans les épreuves qu'on se pousse à s'améliorer et à renforcer notre résilience. Nous avons une belle agriculture riche, respectueuse et diversifiée. Donc, on peut juste être confiant à l'avenir. Donc, soyez pas inquiets. Si vous avez des commentaires sur cet épisode ou suggestions, écrivez-nous. Nous sommes sur Facebook et X. Entre deux traites a également ouvert un nouveau compte sur Blue Sky. Venez nous suivre. Merci à notre invité encore une fois, Vincent Cloutier de la Banque nationale, à notre équipe de production, Bruce Sargent et Carl Bélanger. Un merci spécial, comme toujours, aux producteurs laitiers du Canada pour avoir rendu ce balado possible. Et bien sûr, merci à vous d'avoir été là. Bonjour et à la prochaine!